Alors bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des différents modes de culture utilisés, que ce soit pour la spiruline, mais aussi pour les microalgues. Je vous expliquerai ensuite mon système à la fin de la vidéo. Alors tout d'abord, il faut savoir que la spiruline est le plus souvent cultivée dans des systèmes de culture ouverts que l'on appelle des raceways. Ces raceways sont de très grands bassins ayant une surface de l'ordre de centaines de mètres carrés, qui ne font pas plus de 30 cm de profondeur en général. Les bassins se situent dans des grandes serres horticoles afin que l'eau puisse atteindre une fourchette de température comprise entre 30 et 35 degrés. C'est la température idéale pour la spiruline. Le but étant de reproduire les conditions de croissance naturelle de la cyanobactérie. Les bassins sont peu profond mais très grand afin de permettre à toutes les cellules de cyanobactéries de disposer de suffisamment de lumière pour se développer. Afin de mettre en suspension les cyanobactéries et ainsi éviter un phénomène de décantation, un système de brassage est utilisé. Le plus souvent, c'est la roue à Hope qui est utilisée. C'est un système à pales, donc cette roue assure un mouvement doux et n'abîme pas les cyanobactéries car elle tourne lentement. Au centre des bassins, on retrouve une séparation qui permet de générer un courant circulaire. Ce système est souvent utilisé pour la spiruline car il est peu onéreux, il est possible d'obtenir de très bons résultats lorsque les conditions sont réunies. Ces systèmes possèdent aussi des inconvénients. Le premier, c'est qu'ils peuvent rapidement être contaminés par d'autres micro-organismes. Il peut y avoir des pontes d'insectes, et j'en passe, même si le pH très élevé du milieu limite la prolifération. Le second, c'est que ces systèmes sont directement tributaires du climat extérieur. Ce paramètre d'un côté est très intéressant car est adapté au rythme de croissance de la spiruline, mais peut s'avérer problématique lorsque les producteurs dépendent directement de la quantité de spiruline produite par année. Ainsi, d'une saison à une autre, les quantités produites peuvent énormément varier. Il existe des périodes de récolte associées au printemps-été et des périodes dites de dormance lorsque l'eau a une température inférieure à 20 degrés. Mais il y a encore bien d'autres paramètres comme l'évaporation de l'eau des bassins qui représentent une quantité non négligeable de pertes en eau. A l'inverse des systèmes de culture ouverts, il y a donc les systèmes de culture fermés. Alors honnêtement, j'adore ce genre de système, je suis à côté d'ailleurs. Il en existe de nombreux et avec plein d'avantages. Ces systèmes permettent de limiter au maximum le risque de contamination par deux organismes, car le milieu est très peu exposé à l'air libre. Ces systèmes permettent de contrôler tous les intrants et les extrants. De plus, ils ne dépendent pas du climat extérieur, donc ça permet de produire un peu sur demande. Voilà pourquoi j'ai opté pour cette solution, car si j'attends de voir un rayon de soleil dans la cave, je suis pas prêt de récolter. Alors bien sûr, ces systèmes sont très efficaces, mais ont certains inconvénients, comme par exemple leur coût. Entre le matériel et la consommation, ça peut très vite chiffrer. Un autre paramètre à prendre en compte, c'est celui du volume. On n'est plus du tout sur des centaines de mètres carrés de surface, mais plutôt sur des petits volumes. Bien sûr, il existe tout de même des entreprises qui produisent à échelle industrielle avec ce genre de système, mais le système fermé sert beaucoup aussi pour la recherche et ça permet de travailler sur des petits volumes. Donc lorsqu'on parle de ces systèmes fermés, on parle en général des photobioréacteurs. Il existe plein de photobioréacteurs, des basiques comme des à la pointe de la technologie. Pour commencer, il y a le photobioréacteur à colonne. Alors lui, il se compose tout simplement d'un tube en verre ou en acrylique. Il y a une arrivée d'air en bas pour remettre en mouvement les cultures et une source lumineuse. Donc là, c'est des LED qui permettent de faire la photosynthèse. Alors ici, tout est modulable en fonction du but du réacteur. Il peut y avoir simplement une culture sans forcément de suivi comme celui-là, mais on peut ajouter plein de capteurs de température, de pH, etc. pour reproduire les conditions idéales de la souche d'algue. L'avantage de ce système, c'est que l'on peut gagner de la place en créant des milieux de culture verticaux, mais en général, ces PBR ne permettent pas de travailler avec des volumes aussi élevés qu'en culture avec système ouvert. Mais ces systèmes sont assez performants et peuvent contrebalancer un peu la perte de volume par la biomasse par litre, qui peut être parfois beaucoup plus élevée. Et ensuite, les photobioréacteurs annulaires, donc c'est un peu la même chose, mais avec la lumière à l'intérieur dans une colonne. Ensuite, il y a le photobioréacteur tubulaire. Alors nous voilà avec la petite maquette. Donc ici, j'ai une arrivée d'air qui arrive dans cette chambre de compression et ensuite on va utiliser ce qu'on appelle l'airlift pour faire circuler l'eau à l'intérieur de ces tubes. Et vous pouvez voir aussi, j'ai aussi fabriqué donc une petite bille pour qu'on se rende compte justement du mouvement de l'eau. Ça c'est le principe d'un photobioréacteur tubulaire. Alors voilà, vous voyez la bille, et bien comme ça on se rend compte du mouvement. Et je vais rajouter un petit colorant pour voir ce que ça va donner. Allez, c'est parti. Vous allez voir normalement le mouvement. Allez, c'est parti. Et il existe donc des entreprises qui sont spécialisées dans ce domaine-là et qui produisent tout en hauteur avec des systèmes à la verticale. Donc
Je veux pas spoiler, la suite de l'aventure, mais mon but, c'est de réaliser des photobioréacteurs, un peu dans ce genre-là, entièrement automatisés, pour produire beaucoup dans un volume très faible. Alors moi, ça me passionne de réaliser un photobioréacteur, c'est aussi question de moyens, mais il existe de super entreprises qui proposent des photobioréacteurs de pointe comme Synoxis Algae, France PBR, Baricon Aqua et j'en passe. En général, ce type de photobioréacteur est très efficace car ce système permet de diffuser la lumière de façon homogène à travers les parois qui sont en général assez fines pour maximiser le passage de la lumière. Et enfin, il y a un autre modèle de photobioréacteur, c'est ce qu'on appelle le fermenteur. Alors lui, il utilise même plus la lumière pour faire pousser les algues. On va inciter les microalgues à utiliser d'autres sources d'énergie pour se développer, comme le glucose par exemple. Alors là, on peut parler de système de pointe. Ces systèmes permettent d'obtenir des rendements très élevés par rapport à d'autres photobioréacteurs. Je ne vais pas rentrer dans les détails, dites-moi si ce sujet vous intéresse pour faire une vidéo prochainement. Alors maintenant que vous avez vu tous les systèmes qui existent pour faire des cyanobactéries ou des microalgues, et encore je ne vais pas parler de tous les systèmes parce qu'il y en a énormément, je vais donc vous parler de mon système qui va me permettre de commencer mes cultures de spiruline. Au départ, je suis parti donc d'un bac de réfrigérateur, hein, tout bête. J'ai donc rajouté un couvercle comme ça. J'ai usiné aussi des seconds couvercles pour boucher les trous qui ne me servent pas pour le moment. Pourquoi? Parce qu'en fait, à l'intérieur de mon bac, j'ai une résistance d'aquarium qui va me permettre d'utiliser le principe du bain-marie pour chauffer tous mes bocaux de façon, on va dire, uniforme. Alors au début, je vais pas utiliser les 6 bocaux dès le début, hein, directement. Je vais commencer par 3, ça sera déjà pas mal. Et donc c'est tout simple, hein. En gros, j'ai usiné donc un autre couvercle avec une paille en inox pour justement amener l'air jusqu'en bas du bocal et permettre un brassage assez efficace du milieu de culture. J'ai percé un second trou pour que l'air puisse s'évacuer. Ça me permet aussi d'éliminer l'ammoniac qui va se dégager du milieu de culture. Et donc je voulais plusieurs bocaux pour tester différents nutriments, différents mélanges, parce que je m'attends à avoir des petits soucis quand même de pH vu que j'utilise de l'osmosée. Enfin, je vous expliquerai ça la semaine prochaine. Tout est acheminé vers ce robinet-là général qui est branché sur une pompe à air d'aquarium. Alors là, j'ai pas eu le temps, mais j'ai donc ce support-là où je vais venir coller des bandes de LED pour justement éclairer mes milieux de culture, hein, parce qu'il faut pas oublier ça. Pour le moment, j'ai prévu de mettre 2 bandes LED de chaque côté pour voir déjà si ça suffit. J'ai choisi donc de faire des couvercles transparents au cas où il faille plus de lumière. Comme ça me permettra de soit rajouter des lampes sur le dessus. Voilà, j'attends de voir et d'avoir une première idée du système, voir si ça marche, et ensuite j'adapterai. Voilà, donc là l'avantage de partir sur un petit système comme ça va me permettre de voir comment ça se développe déjà à cette échelle-là, pour ensuite passer sur des plus gros systèmes, même si à mon avis ça sera l'effet inverse. Ce sera même moins compliqué d'utiliser des gros systèmes plutôt que du petit, parce qu'il va y avoir des phénomènes de tampon du pH, voilà. Donc j'aurai moins de variations qui peuvent justement causer la perte des spirulines. Donc à voir avec ce système, et puis voilà tout. J'espère que ce format vous a plu et vous a appris des petites choses. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, et puis à la semaine prochaine sur la science cachée.